Bien, bonjour. Je vais faire une troisième partie sur comment prescrire les médicaments psychotropes dans la boîte à outils pour aider à la prescription. Et je vais essayer de m'arrêter un peu sur la question du choix des patients. Donc, on sait que c'est un élément capital dans le succès des traitements. Alors, nous sommes toujours dans cette question à la mode de la décision médicale partagée. Je fais référence ici encore aux recommandations, entre autres celle de l'HAS de 2013, où il est écrit textuellement que dans la décision médicale partagée, le patient reçoit le soutien nécessaire pour envisager les différentes options possibles et exprimer ses préférences, qui renvoie ensuite à la question du choix éclairé entre ces différentes options et une acceptation mutuelle entre le patient et le professionnel de santé de ces différentes options. C'est toute la question qui est comment on va débattre, discuter des options et du choix éclairé du patient. Ce dont je vais essayer de parler plus précisément ici, c'est la question de l'expérience du patient. Le patient, lorsqu'il consulte, il a une expérience personnelle sur ce que c'est sa santé, ce que c'est la maladie ou pas, ce que c'est le traitement et les médicaments. Et donc c'est cette question-là qu'on va discuter ici. Alors, je vais essayer surtout de me situer dans la question des traitements psychotropes. Je vous renvoie pour tous les autres éléments aux questions des relations médecin-patient qui ont été évoquées par ailleurs. Et puis il y a de très nombreuses questions sur la question de la prescription des médicaments en général. Les médicaments psychotropes et la question des médicaments psychotropes ont un certain nombre de particularités. Tout d'abord, même si on insiste et il est de bonne pratique actuellement de mettre l'accent sur la valeur du choix des patients et sa participation active quant aux décisions médicales et aux décisions du choix et de prise des médicaments, lorsqu'on fait la littérature ou lorsqu'on interroge les patients, en dehors des situations d'entretien psychiatrique, on se rend compte que la majorité des utilisateurs de services de santé mentale déclarent qu'ils sont pas impliqués ou très peu impliqués dans les décisions les concernant et principalement les décisions liées aux médicaments. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'ils ont le plus souvent l'impression qu'on leur donne pas trop le choix d'une certaine façon. Alors, premier élément, les psychotropes, ils sont pas toujours prescrits et heureusement d'ailleurs dans le cadre de la psychiatrie et la majorité des prescriptions se font en médecine générale. C'est un élément important à prendre en compte. Deuxièmement, la prescription des psychotropes, elle est très souvent emmêlée ou prise dans les questions des croyances et des soins en psychiatrie. Avec en toile de fond, le plus souvent, les usagers de la psychiatrie et les utilisateurs des services de santé mentale, il y a toujours la question en filigrane derrière la prescription ou les traitements, la question des traitements imposés et des soins sans consentement. C'était une chose, une part du bruit dans cette question qui est très importante. Je pense qu'il faut garder cela à l'esprit, même si on prescrit en dehors du système de soins psychiatriques, cette réalité du traitement imposé, de la camisole chimique, c'est une réalité qui est très forte et très importante et qui devra être négociée en permanence. Deuxième élément, la prescription des médicaments, et plus particulièrement des médicaments psychotropes, c'est un processus qui est assez complexe en fait, qui repose sur un certain nombre de négociations avec l'usager, le patient, ses aidants, sa famille, son entourage, et puis aussi avec l'ensemble des acteurs du système de soins, un processus complexe qui repose sur un certain nombre d'incertitudes qu'il faut avoir en tête. La psychiatrie est une discipline qui a, par rapport à bon nombre d'autres disciplines médicales, une part d'incertitude très grande, même si elles ne sont pas absolues. Bien sûr, les incertitudes sur le diagnostic, en psychiatrie,
On est surtout dans des domaines, non pas de maladie, mais ce qu'on appelle de syndrome. On ne connaît pas l'étiologie. Et la question se pose de savoir si on a des traitements curatifs. Deuxièmement, les réponses individuelles, il y a de très grandes incertitudes, c'est-à-dire que la plupart du temps, il y a un écart très grand entre les recommandations et la façon avec laquelle les patients vont répondre au traitement. Est-ce que cette part est plus grande qu'en médecine? Là, c'est un sujet à débat. Et puis enfin, la question de l'acceptabilité des prescriptions des traitements. L'acceptabilité, elle est bien sûr psychologique, je l'ai dit auparavant, sur la question de ce que c'est prendre un médicament non psychotrope et ce à quoi ça renvoie, puis aussi la question des traitements contraints. Et l'acceptabilité, c'est aussi la question que l'on a des médicaments qui sont des médicaments qui, comment dirais-je, qui ont pour la plupart d'entre eux des effets secondaires qui sont à la fois physiques et psychiques. Et ces effets secondaires, s'ils ne sont pas repérés et si on ne les diminue pas, ou si on ne les prévient pas, eh bien, auront des conséquences peut-être parfois plus difficiles ou graves que l'évolution naturelle du trouble. Alors, la grande question, c'est la confrontation en médecine, et plus particulièrement dans la psychiatrie et dans la prescription des médicaments psychotropes, entre les connaissances expérientielles, c'est-à-dire celles des usagers, leur expérience propre de la maladie mentale et des psychotropes, et des connaissances cliniques des praticiens. Bien évidemment, cette confrontation, cette négociation est un élément central car elle doit permettre d'améliorer l'observance, pas seulement l'observance aux médicaments, ce n'est pas l'élément le plus important probablement dans la question de la santé mentale, mais l'observance aux soins qui promeut la santé et surtout la question de comment cette négociation va aider et favoriser au rétablissement, qui est un objectif très important en médecine et dans les soins en santé mentale. La non-observance, c'est une question qui est permanente dans les débats entre médecins et permanente en psychiatrie. La littérature est très abondante et la plupart du temps, c'est comment on pourrait rendre les patients les plus observants. Il y a un élément central, c'est que bien souvent, la non-observance en médecine, et plus particulièrement en psychiatrie, elle est attribuée à un manque de lucidité ou un manque de capacité d'insight ou des certain nombre de mots de ce type, qui sont d'ailleurs très en vogue dans la langue psychique et psychopathologique, et qui ferait que ce manque d'insight, de lucidité, serait responsable de la question de la non-observance, alors que de très nombreux éléments montrent que la non-observance, c'est aussi une question de conflit entre des prescripteurs, le prescripteur et les usagers. La non-observance, c'est un phénomène qui est aussi considéré parfois comme un symptôme de la maladie mentale, hein, avec la question de l'insight, le manque de jugement, toute cette série de vocables qui est très souvent employée, alors que la non-observance, c'est un phénomène qui est universel, et être observant est probablement un phénomène non pas inné et certainement pas humain a priori. Enfin, dernière chose, les choix des patients psychiatriques sont souvent considérés par la médecine et par la société comme des choix souvent irrationnels. Et là encore, ça fait partie des croyances qui rendent très difficile la négociation avec les usagers. Donc voilà un certain nombre d'éléments, déjà développés dans la question des croyances, mais qui sont très importants à prendre en compte si on veut pouvoir échanger et confronter ce qui est de l'ordre du savoir expérientiel et du savoir clinique. Alors, un petit élément, mais qui semble quand même important, c'est qu'en médecine et en psychologie médicale, on sait quand même qu'il y a plusieurs types de comportements face aux médicaments. Il y a ce qu'on appelle les accepteurs passifs, ceux qui prennent les médicaments sans résistance, les gens qui font confiance au médecin, au prescripteur, qui font ce que demande le médecin sans rechigner et avec beaucoup de bonne volonté. Alors c'est des patients qui sont des patients idéaux pour les docteurs, en général les bons patients. Il en existe, c'est une proportion non négligeable et qui aide aussi souvent les médecins à se sentir plus confiants et plus à l'aise dans leur travail. Il y a aussi deux catégories qui sont très fréquentes, et les plus fréquentes, c'est à la fois ce qu'on appelle les accepteurs actifs
et les modificateurs actifs. C'est les gens qui finalement acceptent ou finissent par être convaincus de la nécessité de prendre un médicament prescrit, mais qui vont confronter cette prise, cette acceptation à un certain nombre d'éléments, comme l'évaluation personnelle des effets. Je continuerai à le prendre au fur et à mesure que j'évaluerai l'intérêt et que j'éprouverai un intérêt. Et puis, il y a bon nombre d'autres utilisateurs qui sont des modificateurs actifs. J'accepte de prendre le médicament, mais je garde la main sur la prescription en, d'une certaine façon, modifiant les doses, modifiant la fréquence. J'arrête de temps en temps, j'arrête complètement les médicaments et je garde une certaine part de contrôle et je fais d'une certaine façon plus confiance à mes connaissances personnelles liées à mon expérience avec les médicaments qu'avec les croyances générales liées aux données médicales. Et puis enfin, il y a une catégorie de patients qui est pas si réduite que ça, qui sont les rejeteurs, ceux qui rejettent complètement la question des médicaments, qui rejettent en soi le soin médical. C'est tout un courant très important de la psychologie humaine, et c'est ce qui fait d'ailleurs bien souvent le succès d'un certain nombre de médecines parallèles ou de croyances. Ces rejeteurs, ils sont souvent, comment dirais-je, confrontés à des réactions un peu, ou même parfois très violentes de la part du système médical, alors que chez eux, peut-être qu'il faut à savoir accepter le rejet du médicament, au tout du moins dans un premier temps, pour travailler sur d'autres notions, comme celle par exemple la notion de santé qui s'appuie bien évidemment et heureusement sur autre chose que la prescription de médicaments. Enfin, dernière chose, c'est ces types de comportements face à la prescription d'un médicament sont des types qui sont évolutifs, qui ne sont pas forcément fixés pour toujours et qui vont devoir euh, s'adapter, se négocier au fur et à mesure de la prescription des médicaments. Ceci est d'autant plus vrai dans la question des traitements psychotropes, pour lesquels on dit et on admet actuellement que ce sont souvent des prescriptions longues, parfois de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois, et pour certains d'entre eux, des prescriptions que certaines recommandations envisagent sur plusieurs années. Donc on peut être tout à fait un accepteur passif à un moment et devenir rejeteur à un autre. Et les tableaux vont se modifier au fur et à mesure de l'évolution de la négociation et surtout de l'évolution de l'état de santé des personnes et de leur vécu personnel. Voilà un schéma qui résume les comportements vis-à-vis des médicaments et ce qui est ce qui va être un peu discuté maintenant, ce qui est le plus important, c'est la question des croyances, des barrages, des limitations à l'acceptation des médicaments et des médicaments psychotropes. C'est cette évaluation personnelle qui va ensuite pouvoir être négociée ou pas avec le prescripteur qui constitue un des éléments majeurs de l'observance aux soins et aux médicaments. Et donc il faut, à mon sens, avoir une bonne connaissance de ces phénomènes, savoir les repérer et savoir négocier. Alors, les inquiétudes et les appréhensions quant aux médicaments psychotropes, on peut les séparer de façon schématique à deux niveaux. Ce qui est l'inquiétude au niveau sociétal, et contrairement à ce qu'on pense, si pendant assez longtemps le fait de prendre des médicaments était plutôt vécu comme quelque chose de normal ou d'accepté dans la société, même pour certains médicaments psychotropes, de plus en plus à l'heure actuelle, euh, la société se trouve dans une position de euh, stigmatisation et de rejet vis-à-vis des médicaments et surtout vis-à-vis de la maladie mentale et de la signification sociale du fait de prendre un médicament et un médicament psychotrope. C'est un élément très très important, j'en dirai deux mots ensuite. Puis enfin, au niveau individuel, il y a plusieurs facteurs qui sont connus, qui sont des sources de résistance à un engagement actif dans la prise d'un traitement. Premièrement, la question des effets indésirables, les effets indésirables anticipés par les personnes et ressentis. Et avec bon nombre de médicaments psychotropes, la question des effets indésirables, c'est une question qui est non négligeable et qu'il faut savoir repérer, négocier et anticiper. La question de l'évaluation personnelle du coût et du bénéfice-risque, c'est-à-dire quel intérêt j'ai à continuer à prendre ce traitement, quel intérêt et quels sont les bénéfices que je peux avoir à prendre ce traitement, c'est particulièrement vrai dans la question des traitements en long cours pour éviter les rechutes, par exemple.
Troisièmement, la difficulté d'attribution des effets. Une des façons de penser des effets des médicaments psychotropes, qui à mon sens n'est pas d'ailleurs la plus juste, c'est que finalement elles modifient le psychisme des personnes et que à travers ces modifications du psychisme, elles vont modifier le vécu et ce qu'on appelle la qualité de vie des gens. Et il est très difficile, et assez humain d'ailleurs, de pouvoir évaluer de façon objective ou certaine l'attribution des effets des traitements quant aux modifications des états de santé, des états de santé psychologiques, et c'est des phénomènes qui vont tout au long de la relation de soins et de la relation soins en santé mentale peser et devoir être pris en compte et négociés. Bon nombre de patients diront par exemple je vais beaucoup mieux parce que j'ai retrouvé finalement une relation affective et la part des médicaments dans ces effets de changement est faible, ce qui est une façon de penser les changements qui est tout à fait acceptable. Et en face, on se trouvera confronté à des croyances et d'une certaine façon des recommandations médicales qui est mais il faut continuer à prendre le traitement parce que vous allez rechuter. Et puis enfin, il y a la question de l'expérience personnelle. Finalement, je vais mieux et j'aimerais bien arrêter et voir ce qui se passe. C'est la question vous n'êtes pas obligé de prendre le traitement en permanence et si vous l'arrêtez, qu'est-ce qu'on fait? C'est le plan de gestion des arrêts, le plan de la gestion des arrêts et de l'anticipation des crises qui est un élément très important dans la prescription des médicaments psychotropes. Je le dis ici, la prescription c'est quelque chose qui est très difficile à suivre au long cours. L'arrêt, c'est quelque chose qui est tout à fait normal. L'arrêt pour voir, c'est quelque chose qui est tout à fait normal et intelligible et qui doit amener le prescripteur à négocier et aider au mieux le patient. Alors la résistance sociétale, j'en dis deux mots. La stigmatisation perçue, c'est un élément capital dans le refus des soins en santé mentale et la prise en compte des médicaments psychotropes, surtout quand on reçoit certains diagnostics comme celui de schizophrénie et la prescription des médicaments antipsychotiques renvoie immédiatement à cette stigmatisation sociale. Des médicaments, d'autres médicaments sont beaucoup moins stigmatisés socialement, en tout cas jusqu'à présent, comme la prescription de benzodiazépines et l'hypnotique. C'est beaucoup plus admis socialement qu'on peut prendre un médicament pour se détendre ou prendre quelque chose pour dormir. Deuxième ou troisième élément de résistance sociale, c'est la question de l'idée de la dépendance. Quand je vais prendre un traitement psychotrope, je vais devenir dépendant, drogué, et ça renvoie à toutes les croyances et les stigmatisations qu'on peut avoir vis-à-vis des phénomènes de dépendance dans la société, alors que bien souvent, la question des traitements psychotropes, c'est quelque chose de l'ordre de l'expérience qui est une expérience assez partageable avec les sujets qui ont affaire avec les conduites addictives et les substances psychoactives, licites ou illicites. Quatrième élément, c'est la question de la perte d'autonomie. Je vais être finalement tributaire d'un système de soins qui est un système de soins parfois très lourd. Quand on voit les contraintes mises pour la prescription et le renouvellement de certains médicaments psychotropes, on peut tout à fait imaginer comme les personnes peuvent vivre d'un point de vue social et personnel cette prescription comme une entrave et un lien social un peu stigmatisant et difficile à vivre, et donc une grande perte d'autonomie qui peut être une des questions les plus importantes dans la question de la santé mentale. Alors, les résistances au niveau individuel, c'est la question permanente de quels bénéfices j'anticipe et quels risques j'anticipe, et puis ensuite quels bénéfices je perçois et quels risques je perçois. Si on prend la question des personnes qui reçoivent des antipsychotiques, quelque chose qui est largement développé dans la littérature, c'est que la majorité des personnes qui reçoivent des traitements antipsychotiques rapportent que leur expérience des effets secondaires augmente la stigmatisation qu'ils percevaient antérieurement à cette prise et que ces effets secondaires contribuent au retrait social, au manque de relations et de soutien, au manque de relations intimes et donc nuisent d'une certaine façon sur leur vie quotidienne et conduisent souvent à l'arrêt des médicaments. Quand on est ralenti, lorsqu'on prend du poids, lorsqu'on tremble en société, effectivement, ce sont des éléments de résistance compréhensibles à la, à la volonté d'arrêter de prendre les traitements. Trois autres éléments, le coût et le bénéfice de poursuivre ces traitements, j'en ai déjà dit quelques mots tout à l'heure.
fois qu'on va un peu mieux, eh bien, on n'a qu'une seule envie, c'est d'arrêter de prendre les médicaments et on a bien du mal à évaluer au fur et à mesure le bénéfice à prendre le traitement, ce qui rejoint la question de comment je vais attribuer et à quoi j'attribue les changements. Là, c'est les problèmes des schémas personnels et des croyances personnelles sur les effets de changement de traitement. On peut être tout à fait convaincu de la nécessité de prendre un traitement pendant un moment, et une fois qu'on a soulagé une souffrance très importante, eh bien, au fur et à mesure du temps, les événements de vie deviendront des éléments majeurs de référence dans les changements personnels. Et puis, j'ai déjà dit auparavant, arrêter, c'est un élément qui est humain, normal, et qu'on doit prendre en compte tout au long et dès le début de la prescription des médicaments psychotropes. Donc tout ça pour dire de manière assez simple, c'est effectivement permettre aux usagers d'exprimer leurs croyances, leurs choix et leurs volontés, conduit à une négociation. D'ailleurs, la question c'est à quoi conduit la négociation? La négociation, elle conduit à entendre et admettre qu'il faut au départ absolument respecter le choix des patients et négocier au fur et à mesure et travailler sur le bénéfice-risque, l'attribution des changements et le besoin d'arrêter et de reprendre ou pas. Ce phénomène de négociation, il est continu et permanent, mais il est très très influencé par les premiers instants de la relation. Ça, c'est l'élément majeur. Le maximum de changements en psychologie et le maximum d'effets d'un médicament, ce sont des effets initiaux, très précoces. Attendre un mois pour avoir l'effet d'un médicament, c'est quelque chose qui conduit à aucun changement et qui ne favorise absolument pas l'observance des traitements. Et donc les premiers instants, les premières prescriptions, les premiers effets sont des éléments majeurs à prendre en compte dans la prescription d'un médicament et plus particulièrement d'un médicament psychotrope. Les perceptions des patients vont, ça c'est des données de psychologie qui sont bien admises, comme toute perception et croyance, vont s'auto-entretenir et les patients qui auront des effets bénéfiques deviendront des bénéfiques importants et congruents à leurs croyances et à leurs besoins, deviendront bien évidemment ceux qui sont les plus pro-adhérents et les pro-actifs dans la prise de médicaments. C'est ce qui est représenté sur le schéma que j'ai déjà présenté par ailleurs. Cette donnée, je la rappelle encore, j'ai déjà cité dans un autre cours, les personnes qui auront besoin de médicaments forts avec une nocivité perçue faible sont ceux qui auront une adhésion ultérieure et des résultats sur les manifestations dépressives les plus importantes. Ça ne veut pas dire pour les autres il ne faut rien faire, ça veut dire que sur ceux-là, eh ben, c'est effectivement les patients pour lesquels c'est plus facile de prescrire des médicaments psychotropes en première intention, les autres nécessitant un travail ou une évaluation ou une négociation plus complexe. A l'inverse, les questions de la nocivité perçue, l'anticipation, les croyances contre les effets secondaires, elles prédiront les effets secondaires qui vont survenir par la suite. Et là, il faudra adapter effectivement des stratégies de prévention des effets secondaires et surtout de possibilités de traitement alternatifs. La négociation, c'est bien évidemment, et je le répète, un phénomène dynamique qui commence dès la première minute et qui ne s'arrêtera pas jusqu'à la fin de la relation et de la prescription. Et d'ailleurs, les patients continueront tout seuls lorsqu'ils conservent des autoprescriptions, leur négociation personnelle quant à la dynamique d'utilisation des médicaments psychotropes. Alors, il y a plein de moyens et de petites recettes de cuisine pour aider à cette négociation. Moi, je fais partie des gens qui utilisent et qui encouragent les patients à évaluer et quantifier leurs symptômes. C'est pas exactement leurs symptômes, c'est les 3-4 plaintes qui sont les plus importantes et qui conduisent et qui les ont conduits à les consulter et celles sur lesquelles ils voudraient avoir un maximum d'effet. Cette dynamique d'auto-observation et d'auto-évaluation, en renforçant les gains, même s'ils sont petits, c'est une dynamique qui, pour nombre de patients, favorise l'observance. Bien évidemment, la prescription et la démarche de prescription, elle doit toujours s'accompagner d'une valorisation, d'une négociation des autres stratégies, des stratégies non médicamenteuses. Et il ne faut absolument pas les exclure et au contraire, il faut renforcer le besoin, renforcer la négociation sur ces prises en charge et prises en compte non pharmacologiques qui sont par exemple les psychothérapies, le soutien par les pairs et plein d'autres choses. Ici encore, il faut faire attention et c'est un élément important comme dans les équipes ou dans le partage d'informations entre les professionnels, entre les tensions
et les enjeux qui peuvent exister entre les différentes croyances des différents intervenants. Enfin, la dernière chose pour les patients qui sont très inquiets ou qui anticipent de façon très importante les apparitions des effets secondaires, on peut essayer d'envisager qu'il soit plutôt de bonne pratique de commencer par des traitements construits plus par le confort, c'est-à-dire en évitant au maximum les effets secondaires, même si les posologies utilisées au départ ne sont pas forcément celles qui sont recommandées par la littérature ou par l'expérience. Alors comment on pourrait améliorer à partir de cette relation et de cette décision médicale partagée la négociation? Bon, bien évidemment, c'est la question de créer un environnement permissif dans lequel le patient puisse exprimer ses préoccupations. Là, c'est toute la question de comment on conduit un entretien. Éviter les jugements sur ce que peuvent dire les patients des médicaments. Les patients, ils ont des jugements qui sont leur propre vérité, d'une certaine façon. Garder à l'esprit une certaine forme de curiosité, une curiosité sur les effets qu'ont les patients, et parfois on découvre des effets tout à fait inattendus, qui ne sont pas forcément celles qu'on nous a appris, qui sont écrits dans les manuels de référence. Il faut valoriser les connaissances des patients, il faut s'appuyer dessus, il faut et surtout déterminer quelles sont les priorités des patients, c'est quoi votre priorité immédiate dans les heures qui suivent, les jours qui viennent, c'est quoi vos priorités en matière de santé. Ces priorités, elles sont évolutives, elles vont changer au cours du temps. Euh, il faut bien sûr être honnête. L'honnêteté, ça veut dire ça, je suis pas capable de le faire, ça, je le sais, mais je peux aussi admettre que ce ne soit pas la vérité. Et puis, il faut être prêt à négocier, sinon, eh ben, on a forte chance que on va s'occuper, c'est tout à fait louable et confortable, que de patients qui sont des patients acceptants et qui prendront sans discuter la médication qu'on leur proposait. Donc la consultation, c'est un élément central qui doit s'appuyer, je le répète, donc sur des connaissances expérientielles des patients. Tout est une question de comment on recueille ces expériences, c'est la question de la qualité de l'entretien et de la technique de l'entretien. Euh, il y a beaucoup de patients qui souhaitent, et je crois qu'il est important de le prendre en compte, je le redis ici, une approche qu'on appelle globale ou plus générale et qui ne se semble pas réduite à la prescription de médicaments, ça c'est le bon sens, mais il est très important de pouvoir entourer euh, la négociation sur le médicament d'une négociation ou d'un partenariat plus global sur la santé et l'éducation à la santé. Alors d'un point de vue pratique et comment faire, alors la première chose c'est quand même très important, il n'y a pas d'urgence la plupart du temps à prescrire un médicament psychotrope. On a toujours un peu de temps, parfois pas, c'est très rare, mais en tout cas il n'est pas nécessaire absolument de prescrire un médicament psychotrope, même si la demande peut être une demande pressante. Euh, L'entretien, suivant la façon avec laquelle on va le conduire, va nous donner, à mon sens, pas mal d'informations sur comment la personne envisage le traitement dans sa vie personnelle et les médicaments. Cet entretien, ça va bien évidemment, je le répète et je renvoie à tous les cours qui ont été faits là-dessus, ça va nous donner des informations sur l'histoire personnelle des troubles et ses significations pour la personne et ses modèles ou son modèle personnel, c'est-à-dire les croyances profanes de maladie, sur ses relations avec ses croyances avec la maladie. Il y a des gens qui pensent qu'ils ne sont pas malades et qui sont pour autant, ils prennent un traitement. La maladie en général, bien sûr, et puis surtout la maladie psychiatrique, c'est quelque chose qui a à voir avec des croyances encore plus incroyables, plus irrationnelles parfois, sur la question de je suis fou ou pas fou, en gros. Et puis enfin, cet entretien va nous permettre d'avoir des informations assez rapides sur, parce que jusqu'à présent on a fait beaucoup de mots, mais comment on traduit ces mots dans la réalité, des informations assez rapides et parfois pertinentes sur les relations avec les médicaments en général et les médicaments psychotropes. La plupart des temps, les gens ont déjà pris des médicaments, plein, beaucoup, et aussi souvent des médicaments psychotropes, même si pour eux c'est pas des médicaments psychiatriques. Alors je fais un petit rappel, je raconte quelques éléments pour vous donner des illustrations. L'histoire des troubles, ses sens, ses significations pour la personne. Voici un extrait de ce qui pourrait être un entretien.
Vous m'avez dit que ce qui vous perturbe en ce moment, c'est surtout le fait d'être tout le temps fatigué. Pourriez-vous m'en dire plus? C'est une façon d'introduire la question euh, des croyances personnelles et des explications des troubles, le trouble principal étant là la fatigue. Eh bien, j'arrive à rien, tout me pèse, je ne suis plus capable de travailler comme avant. Alors là, on pourrait relancer sur la question du travail, sa place, son importance comme critère personnel de bien-être, sa signification dans la réalisation personnelle. Et en tout cas, c'est un élément qu'on va garder si on ne l'utilise pas et si on ne rebondit pas dessus en tête tout au long de la prise en charge, parce que c'est probablement un élément de croyance personnelle fort et de croyance personnelle euh, quant à l'effet de la prise en charge. On peut relancer de la façon suivante, si on veut plus explorer ce que c'est la question de la maladie. Ça doit être difficile en ce moment, et comprenez comment pouvez-vous comprendre ce qui vous arrive. Je ne sais pas, c'est pas normal. Vous voyez, donc c'est pas normal, c'est un phénomène que la personne évalue comme étant pathologique, pas forcément pathologique au sens médical. Peut-être suis-je malade, et donc là, la fatigue est appréhendée par la personne dans une question de maladie. Donc on va pouvoir peut-être travailler sur c'est quelque chose qui est de l'ordre de la maladie, et qu'est-ce qu'on peut faire, et qu'est-ce que vous faites habituellement lorsque vous souffrez d'une maladie. Alors, on va pouvoir passer, je saute les éléments de l'entretien et la façon de le conduire, sur, si on se place dans le champ des maladies, sur la question des relations des médicaments en général. J'aimerais que nous parlions un peu des médicaments. Par exemple, quand vous avez de la fièvre, que faites-vous? Ah ben, moi je supporte pas d'être dans cet état, je me soigne au plus vite, je prends des médicaments et un bon verre. Donc on voit que face à certaines euh, difficultés, plaintes, souffrances personnelles aiguës, la réponse par le sujet ici, c'est de se soigner, faire référence au système de soins, de s'auto-médiquer ou pas, et puis aussi d'utiliser d'autres choses que des médicaments. La question des addictions et la question de l'alcool comme médicament auto-prescrit. Donc on a deux éléments très importants qu'on peut repérer sur cette petite discussion, c'est que la personne dans ces situations utilise rapidement la question des soins et de la médication pour faire céder quelque chose qui est une souffrance physique, pas seulement, et puis aussi elle utilise des éléments d'automédication ou d'utilisation de substances. Euh, Moi j'aime bien poser la question suivante, la question du mal de dents. Le mal de dents, c'est on prend un médicament, si c'est infecté on le prend 4-5 jours et puis après on arrête, ce qui permet d'avoir une idée de comment on se comporte avec le médicament dans la situation aiguë. C'est très très difficile de savoir a priori comment les gens se comportent avec un médicament dans une situation au long cours. Eh bien, souvent je prends un médicament quand j'ai mal aux dents pour la douleur. Donc là, c'est encore la place du médicament comme réponse au phénomène douloureux. D'autres personnes pourraient tout à fait répondre à autre chose. Vous avez chez vous des médicaments pour la douleur? Ah bah oui, j'ai toujours des médicaments chez moi, on ne sait jamais. Euh, Là, ça oriente sur les capacités des personnes à s'autogérer. Et moi, j'ai toujours ces médicaments, comment les avez-vous? Vous savez, il en reste toujours, vous avez des prescriptions chez le docteur. Et puis, il y a tout ce qu'on peut avoir sans ordonnance. Enfin, les médecins, plus on les voit, plus on s'en passe, mais on se porte. Que reprochez-vous aux médecins? Et là, on va pouvoir explorer la question des relations avec le corps médical, des relations avec la prescription, des a priori ou pas, et la question des expériences, du savoir expérientiel en général, avant de passer sur la question des médicaments psychotropes qui renvoient à d'autres difficultés encore. Euh, donc du savoir expérientiel sur la relation avec les médecins, la relation avec les médicaments et la souffrance en général. Donc en conclusion sur ce petit exposé, la prise en compte des choix des patients, c'est vraiment une question majeure pour le succès de la prise en charge et le succès du rétablissement. C'est pas toujours possible. Il y a des situations d'urgence qui sont rares et qui contredisent le choix possible du patient, mais c'est exceptionnel, je tiens à le dire. Et si effectivement cette négociation est très importante, il y a une autre chose qu'on verra dans les cours suivants qui est demandé aux médecins, c'est des compétences pour adapter les prescriptions en tenant compte les choix et les difficultés interindividuelles
qui sont des compétences sur les propriétés, par exemple, pharmacologiques ou pharmacocinétiques ou pharmacodynamiques des médicaments. Il faut une certaine connaissance théorique et pratique. C'est ce qui est demandé aux prescripteurs en plus des compétences relationnelles. Et l'acquisition de ces compétences, elles permettent d'améliorer, en tout cas pour les usagers, le bénéfice-risque de la prescription des psychotropes. Deux références qui, moi, m'ont apporté beaucoup et que je vous invite à lire. Il y en a beaucoup dans la littérature sur la question du vécu des médicaments psychotropes en médecine. Je vous remercie de votre attention.